Merci. Est-ce que vous pouvez applaudir les intervenants, les ambassadeurs qui sont intervenus? Je pense que la jeunesse a pris note de vos propos. Je voudrais faire le point sur ce que nous avons fait au cours des dernières années. Nous avons lancé une enquête pour comprendre les perspectives des jeunes en matière de l'IA et des compétences numériques. On voulait savoir quelles étaient leurs aspirations, qu'est-ce qui est important pour la jeunesse en matière d'IA. Alors, je vais passer rapidement. Nous sommes un peu en retard, donc je vais accélérer, mais voir les résultats. Vous voyez à l'écran que nous avons 4265 réponses de 128 pays. Merci beaucoup. Il y a presque parité entre les femmes et les hommes, et la plupart de ceux qui ont répondu avaient entre 19 et 24 ans. Pour ce qui est de leur localisation géographique, nous avons 68%, plus de 68% en milieu urbain par rapport au milieu rural, 30%. Donc, c'est peut-être parce qu'en milieu urbain, les outils étaient disponibles pour répondre. Alors, le niveau d'éducation, alors nous avons le niveau enseignement supérieur, 45%. Nous avons également TVET et la moindre contribution, c'était ceux qui n'est pas dans le système éducatif ou en formation, ceux qui sont dans le secteur informel. Maintenant, la ventilation par genre est transparent précédent. Nous voyons pour l'éducation générale, c'est que nous avons une belle ventilation, 50%, à peu près pour chacun. Mais quand on arrive à l'EFTP, nous voyons beaucoup plus de diversité. Nous pensons qu'il y a moins de participants féminines par rapport à plus de participation masculine en enseignement supérieur. Alors, ceux qui ne sont ni en éducation ni en formation, il y a encore plus de femmes que d'hommes. Alors, que peut-on faire? Nous avons la formation informelle également. Nous avons encore une fois plus d'hommes que de femmes. Donc, ce sont des statistiques dont il faut tenir compte pour les solutions en matière de politique. Alors, maintenant, le domaine d'études. Nous avons pas mal de filles dans les affaires, l'éducation. Les hommes dominent pour ce qui est des TIC, de l'ingénierie et des sciences. Donc, vous voyez la ventilation. Alors, nous pouvons essayer de voir comment promouvoir les études. Alors, pour la slide transparent, quelles sont les perceptions et les expériences en matière d'IA? Alors, ce qui a transformé la vie des jeunes, eh bien, c'est l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, suivi de l'emploi, des opportunités d'emploi, de la créativité, de la résolution de problèmes. Ce sont les domaines qui ont eu plus d'impact. Alors, pour l'engagement civique et la participation, eh bien, l'impact de l'IA est faible. Ensuite, à quoi utilisent les jeunes? Nous voyons qu'il y a une plus forte utilisation en recherche, écriture, révision, apprentissage et moins de personnes l'utilisent pour la santé mentale, pour les jeux, etc. Donc, vous voyez, pour l'utilisation de la machine et des IA, il y a des possibilités. Pour le FTP,
Alors, les questions ouvertes. Alors, que pensez-vous de l'IA? Et là, nous avons une réaction mixte. Beaucoup de répondants disent que nous comprenons que l'IA est importante, mais nous devons reconnaître qu'il y a également des risques. Donc, cet aspect de point de vue équilibré était important. Donc, cela donne des précisions sur ce qui doit être fait. Alors, l'un des répondants a dit je suis journaliste, l'IA a affecté mon domaine d'études et ceux qui écrivent publient des articles qu'ils n'ont même pas écrits et ce qui m'offense à ce stade, ils ne le cachent même pas. Et en raison de l'intelligence artificielle, l'art du journalisme a été modifié. Et j'ai l'impression que mon rêve s'envole. Alors, ce n'est pas la réalité pour tous, mais il y a des personnes qui craignent que l'IA ne reprenne leur travail. Donc ça, c'est un aspect critique. Pour ce qui est des ressources numériques, alors on a dit, est-ce que vous avez accès à l'Internet et à un équipement? La plupart des répondants ont répondu oui. Vous avez la ventilation par sexe. Nous avons à peu près 76% qui ont accès à l'IA, mais nous avons quand même presque 24% qui n'ont pas accès. Et évidemment, certaines personnes n'ont pas pu répondre parce que cette enquête a été envoyée par voie numérique. Donc, il faut en tenir compte. La question de l'accès. Accès au numérique et à l'IA. Un tiers des écoles utilisent des outils numériques avancés. Et nous pensons que de nombreuses écoles n'offrent pas beaucoup de possibilités. Ils ne sont qu'au nombre de 34%. Et ensuite, nous voyons qu'il y a un soutien financier limité pour recevoir une formation, une éducation en numérique et en IA. Ensuite, j'essaie d'aller très, très vite. Vous pouvez avoir accès à ce document, à ces résultats ultérieurement. Seule la moitié des étudiants ont reçu une formation en IA et en numérique. Ce qui est important à noter, c'est que 21% ont accès par des voies non formelles. Et ce n'est que 30% qui passent par une voie formelle. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à une formation en IA, mais ils veulent vraiment apprendre. Et cela représente 44% des répondants. Je vais passer sur certaines diapositives ici. Alors, les barrières les plus importantes. Alors, c'est le manque d'accès à des outils Internet numériques. D'abord, vous avez vu dans la première diapositive que de nombreux ont accès, mais là, on parle de fiabilité. La fiabilité de l'accès à Internet et à ces ressources pose une question. Et puis, vous avez la question d'éthique qui était importante pour nous. Prochaine diapositive. Alors, 40%, quand vous tenez compte des considérations éthiques, 40% n'ont pas reçu de formation concernant une utilisation éthique de l'IA et la maîtrise des médias. Alors, quand on leur demande ce qui peut être fait, quelles sont les recommandations que les jeunes ont pour ce qui est de ce que les enseignants doivent faire. Les enseignants prennent note du fait que qu'ils veulent avoir une formation en matière d'éthique de l'IA. Ils veulent également avoir des activités pratiques davantage que d'autres activités. Nous avons posé une question ouverte et ils disent que l'accès à une formation de qualité
qualité et des ressources quant à la façon dont on peut utiliser de façon efficace les outils d'apprentissage serait importante. Et puis avoir également une communauté de forums où les utilisateurs peuvent partager leurs meilleures pratiques, résoudre des problèmes serait un renforcement de l'expérience en matière d'utilisation d'IA. Ils veulent également être impliqués dans les questions politiques et gouvernance. Pour l'instant, l'implication est faible et ils souhaiteraient être davantage impliqués, avoir également une formation pour ce qui est du plaidoyer en politique. Ils veulent également avoir accès à des plateformes des jeunes. Ils veulent également des informations sur les droits en matière de formation d'IA. Alors, on leur demande ensuite, dans la dernière diapositive, les messages. Premier message, je veux savoir, je voudrais qu'ils sachent que l'IA est importante et il faut également que personne ne nous apprend à utiliser l'IA de façon appropriée. Ce n'est pas vu comme un outil, mais comme un moyen de tricher. Et ils disent également qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités parce qu'ils n'ont pas d'outils. Et donc, il y avait cette enquête en 3 langues, français, anglais, espagnol. Donc, les messages clés, d'abord, renforcer un accès fiable, ensuite, renforcer les questions d'éthique de l'IA, ensuite, renforcer les compétences critiques, être impliqué davantage sur les aspects relations humaines, inclure les jeunes dans les politiques et également remédier aux difficultés en matière de protection des données et de la vie privée. Alors, eh bien, écoutez, je crois qu'on peut applaudir les jeunes pour nous avoir dit ce qu'ils pensaient. Ce rapport est disponible sur ce QR code et vous pouvez également trouver ce QR code à l'extérieur. Et on aimerait connaître vos commentaires. Excellence, permettez-moi de présenter un groupe de jeunes qui nous donneront également un éclairage sur ce qu'ils pensent de l'IA et l'importance de l'IA pour leur vie. Ils sont là. Un formidable groupe de jeunes et je vais vous les présenter. L'IA est-elle un outil d'autonomisation ou une menace pour le potentiel humain? Et nous allons entendre Abdulaziz Bouabdullah. Bienvenue. Donc, Abdulaziz est le champion de l'organisation WorldSkills et ingénieur au centre Activet, centre Univoc à Abu Dhabi. Et donc, tout a commencé pour lui lors de la compétition WorldSkills et maintenant il est en charge de projets IA et très actif dans le domaine du plaidoyer. Bienvenue, Abdulaziz. Ensuite, nous avons Ayeni Oluwatobi du Nigeria, qui est créateur de contenu dans le domaine des technologies et il voudrait que les technologies soient accessibles à tous. Et Ayeni, en fait, a pu, au fil des années, créer toute une communauté autour de la technologie sur YouTube et Instagram avec des partenariats auprès d'entreprises telles que Microsoft.
Donc, bravo à Miss Teki Ayeni. Ensuite, nous avons Francesca Aquilina, qui représente Malte, qui est étudiante en marketing dans un centre Univoque et elle a travaillé dans le secteur du service client à Bologne et est extrêmement créative dans tout ce qu'elle entreprend. Bienvenue à Francesca. Et maintenant, je vous présente aussi Hira Shehzadi du Pakistan, qui est étudiante en master ici à l'Institut Learning Planet, passionnée des neurosciences, qui fait partie aussi de l'organisation Remodel UN, où elle participe à des défis, des concours de défis issus du monde réel. Ensuite, nous avons Mohamed Okaramadan de l'Indonésie, qui est étudiant en thèse à l'université Pendidikan, j'espère avoir bien prononcé, qui est aussi centre Univoque, et il travaille sur l'intégration des compétences vertes et les technologies numériques, en particulier l'IA. Ensuite, nous avons Nurit Davidovic, j'espère avoir bien prononcé également. Je me répète, Nurit. Nurit vient d'Autriche. Elle est également championne World Skills, spécialiste en mécatronique, actuellement en licence d'informatique, et elle vient de terminer un apprentissage chez Siemens et maintenant travaille dans le développement des logiciels chez Siemens. Ensuite, nous avons Shweta Ratanpura d'Inde, qui est aussi championne World Skills et qui est designer graphique dans le domaine de la tech. Elle est actuellement en cours de son deuxième mandat en tant que championne World Skills pour l'Asie. Ensuite, nous avons Vania, qui vient du Chili, qui est ingénieure d'administration commerciale et a fondé une plateforme qui s'appelle Autismo Connecta, plateforme numérique qui s'appuie sur l'IA et l'expérience personnelle pour soutenir la communauté neurodivergente au Chili. Elle a plus de 13 ans d'expérience dans l'administration, le marketing numérique et la gestion des projets sociaux et s'intéresse en particulier à la santé mentale, l'employabilité et l'accès à l'information. Donc, bienvenue à ce magnifique groupe de jeunes que nous avons sur scène. Nous vous avons fait passer un micro, donc rapide petite question. Quel est votre outil préféré et pourquoi? Alors, on va commencer par la personne qui a le micro en main. Gamma AI, qui est vraiment excellent pour tout ce qui est présentation. Moi, mon outil, c'est Notebook LM, qui permet de simplifier des articles et des PDF. Moi, c'est Magic Studio, que j'utilise pour éditer l'art. Moi, c'est Copilot, GitHub Copilot, que j'utilise pour coder. Moi, c'est ChatGPT, qui me permet de faire des recherches. Moi, c'est lovable.dev, qui permet de coder sans savoir coder. Moi, c'est Consensus, qui est un moteur de recherche pour des ressources réelles et examinées par les pairs. Donc, c'est vraiment très utile pour la recherche. Moi, c'est Perplexity, qui donne des résumés très clairs avec les références, parce que dans le domaine de la recherche sur la neurodivergence ou sur les neurosciences, c'est très important. J'espère que vous avez noté tous ces outils. Ça nous permettra de mieux connaître. Alors, quelles sont les compétences liées à l'IA que vous avez pu acquérir et qui ont changé votre façon d'interagir avec l'IA? Quelles sont ces compétences? Nous savons qu'il y a toutes ces plateformes, mais quelles sont les compétences?
Nourit? Oui. Alors, moi, je viens du monde de l'informatique, de la mégatronique. Et donc, moi, je suis plutôt côté développement des logiciels pour l'IA. Et au sein de mon université, j'ai pu créer un système de reconnaissance des gestes, ce qui me permet de contrôler, en fait, par exemple, la lumière ou autre, avec des gestes de la main chez moi. Ou au travail, nous utilisons l'IA pour améliorer la maintenance et rendre plus efficace notre production. Donc voilà comment moi j'appréhende le domaine. Merci beaucoup, c'est très technique. Hira, comme tu travailles dans les neurosciences, et toi? Alors moi, ce serait le fait de développer des prompts stratégiques, l'ingénierie du prompt, parce que c'est important d'élaborer le bon prompt qui nous permet de bien connaître les documents scientifiques, de résumer des documents très denses et de rédiger nous-mêmes nos documents, nos propositions de recherche. Ça me permet de me rester concentrée et rapidement comprendre en quoi consiste l'article. Merci, c'est passionnant. Abdul, toi aussi? Oui, je pense que je pourrais ajouter à ce que disait Hira. Oui, alors toi, tu crées des prompts stratégiques et c'est vrai que le fait de rédiger des bons prompts, c'est essentiel aujourd'hui parce que c'est ainsi que l'on interagit avec les outils IA. Un exemple, il y a quelques mois, l'on m'a demandé de participer à un entretien, mais ce n'était pas en direct. Ils m'ont envoyé quelques questions et j'étais très occupée et je me suis dit, je vais demander à mon ami ChatGPT. Ce que j'ai fait, c'est que, évidemment, j'ai partagé les questions, mais j'ai aussi expliqué le type de projet sur lequel je travaille, le ton que je voulais employer, car ça se destinait aux réseaux sociaux. Et il fallait que ce soit facile à suivre, à comprendre pour tout un chacun. Donc, j'ai donné à ChatGPT toutes les informations lui permettant de me répondre de façon très précise et efficace pour avoir un résultat qui s'approche de très près de ce que j'aurais dit. Donc voilà, c'est important de savoir rédiger un prompt. D'accord, donc ce que vous dites, c'est que c'est essentiel de savoir rédiger un bon prompt pour interagir avec l'IA. Très bien. Alors, dans l'enquête, c'est vrai qu'on a vu que la communication, c'était la compétence la plus importante. Et ça fait 3 ans que on le voit. Donc, au-delà des compétences techniques, il y a des compétences profondément humaines qui sont importantes. Et Shweta, pour toi, au-delà des compétences techniques, qu'est-ce qu'il faut développer? Oui, je suis d'accord avec Abdulaziz, c'est important de savoir ce que l'on recherche, c'est pour cela que le prompt est important. Mais moi, je suis designer. Si je crée un logo, par exemple, il faut aussi que je sache quoi dire. Je peux lui donner une description, mais j'aime bien aussi dessiner mon idée, faire un petit croquis. Mais une fois que je l'ai donné à l'IA, c'est facile pour l'IA de me donner des visuels de qualité sur cette base. Donc, bien sûr, la communication, qu'elle soit verbale ou visuelle, demeure essentielle. Très bien. Alors, Francesca, vous travaillez dans le marketing. Dans le marketing, il n'y a pas que des compétences techniques. Donc, comment est-ce que vous utilisez l'IA? Eh bien, je pense que c'est important d'avoir des compétences de prise de parole en public. Moi, ça me fait assez peur. C'est un défi, mais dans le cadre de mes études, j'ai pu améliorer ma prise de parole en public parce que j'ai dû faire de nombreuses présentations pour faire la promotion d'un produit, le vendre. Et au cours de mes études, à un moment, je pensais abandonner, mais je me suis fixée pour défi
de le faire. Et ça s'est bien passé. Un rendez-vous commercial s'est très bien passé. Et ensuite, j'ai participé à un concours national à Malte. Et puis, j'ai atterri là. Donc, c'est positif. Merci beaucoup. Alors, d'une part, nous voyons que l'IA peut vous permettre d'obtenir des solutions. Alors, qu'en est-il de la créativité? Comment trouver l'équilibre? Comment faire en sorte qu'on ne devienne pas dépendant de l'IA sans créativité? Avez-vous des remarques à ce sujet, Ayeni? Oui. Pour moi, l'IA n'a pas d'âme. Moi, j'ai une âme, j'ai des émotions, j'ai des sentiments. Et l'IA, en fait, agit comme assistant. Et c'est ça l'équilibre. L'IA n'est pas censée me remplacer. L'IA est censée me venir en aide, en assistance. Donc, il ne faut pas que l'IA réfléchisse à ma place, mais qu'elle réfléchisse avec moi. Et c'est le cas lorsqu'on rédige des scripts, lorsqu'on est entrepreneur. C'est une aide, en fait. Alors, comment est-ce que vous activez votre propre créativité? Alors, moi, j'ai fait une vidéo d'un mannequin sur lequel on présente des vêtements, et j'ai utilisé l'IA pour faire danser le mannequin. Donc, par exemple, grâce à l'IA, on peut faire danser le mannequin pour mieux vendre ses vêtements, par exemple. Et ça peut donner envie d'acheter le vêtement en tant que consommateur. Donc, je pense que ça peut être très utile pour les entreprises. Plus besoin d'embaucher une grosse équipe pour ce type de projet. On peut se servir de l'IA pour mieux raconter son histoire et mieux vendre. Et Shweta, tu travailles sur l'expérience utilisateur. Comment est-ce que tu trouves cet équilibre? Oui, comme le disait Ayeni, il faut tout de même que ce soit toi. L'IA est une aide et il faut la considérer comme telle et ne pas en avoir peur. Tout va plus rapidement, on peut être beaucoup plus productif, mais comme le disait Ayeni, l'importance, c'est d'avoir sa propre âme. C'est vos idées, votre créativité, et l'IA est un outil qui vous permet d'avoir des résultats. Et qu'en est-il, dit Priscilla, de l'éthique? Parce que l'enquête nous a montré qu'il nous fallait trouver un équilibre. Avez-vous des préoccupations éthiques? Oka? Oui. Sans l'IA, ce serait difficile pour moi en tant qu'étudiant. Mais en même temps, j'ai eu l'impression que peut-être je devenais trop dépendant de l'IA. Un exemple, j'ai demandé à l'IA de m'expliquer un concept complexe. Et les résultats étaient satisfaisants, mais plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, certaines parties n'étaient pas correctes. Et en fait, j'ai trop rapidement accepté la proposition que me faisait l'IA. C'est pourquoi, plus tard, j'ai appris à vérifier ce que me proposait l'IA, de me poser les bonnes questions. Est-ce logique? Les chiffres sont-ils bons? Et m'assurer que cela reflétait vraiment la réalité. Moi, pour moi, la question, c'est comment être responsable et essayer de vérifier, vraiment remettre en question ce que répond l'IA et garder la maîtrise, en fait. Donc, vérifier les informations. Y a-t-il d'autres contributions?
Oui, effectivement, et il y a les fausses informations, mais il y a aussi l'utilisation, la mauvaise utilisation. Par exemple, j'ai travaillé sur la reconnaissance des gestes avec la vision informatique. Mais un problème, ça pourrait être la réutilisation de mon image pour la création de deepfakes qui ont mis à mal des carrières ou l'utilisation de mes photos dans le cadre d'un Fox. Et ça peut mener à des manipulations politiques ou autres. Donc ça, ce sont des préoccupations que j'ai. Priscilla, donc la question c'est comment savoir si une image est fausse ou réelle? Comment faire la distinction? Alors déjà, c'est quasiment impossible parce que l'IA s'est vraiment perfectionnée. Mais sur Instagram, TikTok, il y a une petite étiquette. Donc, lorsqu'il s'agit d'une vidéo créée par l'IA, c'est marqué. Ainsi, les utilisateurs le savent et font attention. Mais sans cela, en fait, c'est presque impossible à détecter. Alors, s'il n'y a pas d'étiquette, comment faites-vous? Oui, effectivement, ça fait peur et c'est pour cela qu'il faut que les plateformes le demandent. Parce que TikTok et Instagram le font, mais si l'IA est trop intelligente, l'une des choses que j'ai notées, c'est qu'un grand nombre de personnes utilisent des sites tiers. Donc, par exemple, si vous recevez une vidéo sur WhatsApp, vous pouvez la mettre sur un site pour voir si c'est une vraie vidéo ou pas. Mais beaucoup de gens ne le feraient pas. Mes parents ne le feraient pas. Mais donc, il faut tout de même essayer de vérifier en ligne, essayer de faire une recherche inversée pour voir s'il y a d'autres plateformes afin de ne pas se faire piéger. Super. Y a-t-il d'autres commentaires sur ce sujet? Moi, je suis désolée, je passe devant ma collègue à chaque fois. Mais autre réflexion qui m'est venue, c'est que sur les questions de sécurité et de réglementation, alors moi j'ai le permis de conduire et lorsque je conduis un véhicule, eh bien je me réjouis d'avoir une ceinture de sécurité, ce qui va me protéger en cas d'accident. Pareil pour l'airbag. Je me réjouis que la voiture soit plus sûre qu'il y a 50 ans. Et je sais que mes parents me parlent d'il y a 50 ans, les véhicules qui étaient beaucoup moins sécurisés. Et ils ont encore des difficultés aujourd'hui à mettre leur ceinture de sécurité. Mais moi, ça me sécurise. Je préfère avoir une voiture sécurisée. Mais c'est la même chose avec l'IA. J'utilise l'IA. Je trouve cela utile, mais on est actuellement en train de concevoir les différents dispositifs de sécurité de l'IA. Donc, en effet, nous sommes encore aux prémices de cet outil et les choses vont se développer. Alors, sur la question de la protection de la vie privée, alors ça n'a pas été tellement traité dans cette enquête, mais il semblerait qu'il y ait de grosses lacunes en termes de protection de la vie privée et des données personnelles. Est-ce que vous connaissez vos droits face à l'IA qui récupère vos données et comment naviguer ce paysage complexe? Y a-t-il des commentaires? Alors, c'est une inquiétude depuis longtemps, pas seulement avec l'avènement de l'IA. L'IA aujourd'hui
peut reprendre les photos de vos réseaux sociaux, toutes choses que vous créez et le réutiliser. Et ça, c'est des conditions que vous avez acceptées de façon automatique sans que l'on vous ait demandé votre consentement. Alors, évidemment, c'est effrayant, mais ça ne date pas de l'IA, ça existait avant déjà. Donc, la question de la protection de la vie privée est clairement une des grandes préoccupations de l'utilisation de l'IA. Mais comme l'a dit Noured, eh bien, je pense qu'il va falloir réfléchir à tous ces dispositifs de sécurité, les airbags, les ceintures de sécurité de l'IA. Et à un niveau personnel, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, que l'IA prenne toutes vos données? Est-ce que ça a un impact sur vous? Alors, je travaille à un centre de recherche avancée tous les jours. On rencontre des défis, de nouvelles responsabilités, on développe de nouvelles idées. Alors parfois, en salle de réunion, eh bien, les discussions sont assez cryptiques. On parle de nouveaux projets. Et en fait, ça peut aider d'utiliser ChatGPT ou des outils d'IA qui vous permettent de mieux comprendre ce qu'il se passe, notamment donc les acronymes ou autres. Donc, en fait, moi, ça m'a renforcé ma confiance en moi. Et pour revenir au prompt, eh bien, je demande à l'IA de toujours me donner des informations appuyées sur des sources, alors qu'il faut évidemment revérifier, mais ça va très vite. Et ça m'a rendu plus confiance, ça m'a motivé à apprendre plus. Et donc après ce type de réunion, eh bien, on a envie d'en savoir plus sur ce qui a été discuté pendant la réunion. Donc ça m'a autonomisé. Donc vraiment, ces petites recherches rapides d'une demi-heure me permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé pendant les réunions. Et le manager a l'impression que je savais déjà à l'époque de la réunion ce dont il s'agissait. Mais même si ça n'est pas le cas, que je suis après, mais en tout cas, je considère que ça contribue à renforcer mon estime de moi et ma motivation. Très bien, alors je regarde Vania, je sais que vous travaillez sur des projets d'inclusivité de l'IA. Alors comment mieux utiliser l'IA pour être plus inclusif, notamment dans le contexte qui est le vôtre? Alors, je ne parle pas anglais, mais mon assistant va le faire pour moi. C'est déjà un outil d'inclusion. Mon anglais est basique, mais grâce à ces outils d'IA, je peux communiquer, exprimer mes idées et participer dans des forums internationaux tels que celui-ci. Je suis mère d'un enfant autiste et je suis fondatrice d'une plateforme qui s'appuie sur l'IA qui permettent d'inclure des personnes qui ont été historiquement exclues. Et ces différentes applications aident les enfants neurodivergents à apprendre et à s'exprimer. Mais l'inclusion, ça va au-delà de la technologie. C'est une question d'empathie, de langage et de dignité. Si on encourage l'IA à comprendre de nouvelles manières de comprendre, de parler et d'apprendre, que ce soit les langues sous-représentées ou la neurodivergence, alors le monde numérique sera plus inclusif. Imaginez une IA qui s'adapte à vous, plutôt que le contraire. C'est l'avenir que nous devons façonner ensemble. Merci. Merci, Vania. Vous avez réussi à être partie prenante à cette discussion, même si vous ne comprenez pas l'anglais et le français. C'est une des manières les plus efficaces d'utiliser l'IA. Donc, on va prendre une question du public et pour ceux d'entre vous qui êtes en ligne, envoyez vos questions par écrit et les panélistes vous répondront ensuite. Mais tout d'abord,
Je voudrais juste faire un quiz rapide. Si ce que je vous dis vous convient, carte verte. Si vous êtes en désaccord avec ce que je dis, la carte orange. Alors, est-ce qu'il est vrai ou faux que l'IA va remplacer les enseignants et enseignantes? Donc, clairement, non. Pourquoi? Je vois que vous souriez. Ah ouais. Alors, l'IA fait plein de choses très bien. Mais ce qui me préoccupe, alors évidemment, l'IA, ça va changer un certain nombre de métiers, notamment des métiers très répétitifs, tels que les services clients de base, l'enregistrement de données, des tâches d'écriture simples. Mais il y a beaucoup de métiers qui, à mes yeux, ne peuvent être remplacés par l'IA. Ce sont les métiers qui requièrent une présence humaine. Et s'il y a bien un métier où la présence humaine est importante, c'est l'enseignement. Quand j'ai eu de mauvaises notes, quand j'ai perdu confiance en moi, ce qui m'a aidé, ce n'est pas l'IA, c'est une personne humaine qui m'enseignait, qui m'a rassuré, m'a peut-être fait rire pour me changer les idées. Donc tout ne pourra être remplacé par l'IA, ce n'est pas possible. La touche humaine, l'aspect humain est essentiel. Merci beaucoup. Alors l'IA génère des informations correctes à tous les coups. Vrai ou faux? Abdelaziz, pourquoi pensez-vous que c'est faux? Alors, quand je travaille avec ChatGPT, eh bien, je demande des informations et qui est parfois cette information est fausse. Et donc, par exemple, j'ai posé la question qui était le président des États-Unis. J'ai fait ça hier et ils m'ont dit Joe Biden. Et puis évidemment, c'est une erreur. Donc ça, c'est un exemple, mais qui pour moi est très parlant. Les étudiants qui utilisent l'IA n'apprennent pas comme il faut. Ils sont en train de tricher. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, manifestement, c'est mitigé. Je vois que vous êtes plusieurs à avoir mis la carte verte et orange. On n'a plus que 2 minutes. Alors, si on vous demande d'écrire un essai sur un sujet et que l'étudiant met le sujet dans ChatGPT et puis reprenne le résultat, le copie-colle dans un document, bon, ça, c'est de la triche. Mais est-ce que l'on applique l'esprit critique si l'on cherche à voir les capacités de réflexion et que l'étudiant s'est peut-être servi de l'outil, mais à interroger la machine, fait des prompts spécifiques, à chercher à reformater sa réponse grâce à l'outil, eh bien là, c'est pas forcément de la triche. Ça dépend de comment on utilise l'outil et aussi ce que l'on cherche à évaluer. Très bien. J'avais d'autres questions, mais je n'ai pas le temps. Je vais passer directement à la dernière question à vous tous et toutes. Est-ce que vous pourriez partager un de vos slogans personnels concernant l'IA qui pourrait aider des jeunes comme vous pour mieux s'adapter à son utilisation? On va commencer par Noretia. Ne fondez pas vos connaissances sur l'IA. Utilisez l'IA pour étendre et accroître vos connaissances. Utilisez l'IA, profitez-en, mais soyez prudent dans l'utilisation. Ne laissez pas l'IA penser à votre place.
laisser l'IA penser avec vous. Ah, c'est ce que je voulais dire. Tu m'as volé mon idée. Utilisez l'IA pour enrichir votre personnalité. Apprenez de l'IA, mais faites-le de façon intelligente. Alors, c'est très court. L'IA pour le bien. L'IA, c'est un outil, ça n'est pas la vérité. L'IA nous soutient, nous aide, mais ne doit pas nous contrôler. Expérimentez, expérimentez, expérimentez. Essayez l'IA. Plus vous l'utilisez, plus vous allez apprendre et plus vous serez en mesure d'en tirer profit. Pero de una manera buena y que le sirva al mundo y a los jóvenes. Utilizarla de manera consciente y con un propósito. Okay. I know many of you will translate later. Talk to us. We can conclude that. And there you go. Bien, on va s'arrêter sur ces paroles. Les jeunes ont parlé, on les applaudit. Merci beaucoup pour vos contributions. Nous avons beaucoup appris de cette discussion et on continuera à discuter avec les jeunes. Alors, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que nous lançons un concours de photographie. L'idée, c'est que vous envoyez une photo de vous qui utilisez l'IA et nous aurons 3 lauréats qui remporteront un prix. Et leurs photos pourront être utilisées pour illustrer des publications de l'UNESCO. Donc, participez à ce concours de photographie que vous retrouverez sur notre page web. Alors, je vous ai posé la question concernant ce qu'est cette journée mondiale des compétences des jeunes. Est-ce qu'on a répondu à cette question? Eh bien, on a parlé de pourquoi il était important d'entendre les voix des jeunes, on a parlé de l'Académie des compétences globales et ça, c'est ce dont on va parler dans quelques minutes. Et c'est Soledad, ma collègue, qui va animer cette séance. Mais avant de ce faire, nous allons écouter la voix des jeunes. Ça fait un mois que l'on a lancé une campagne de la voix des jeunes en vidéo et c'est Mohamedine du Kenya qui a préparé cette vidéo. Student from University of Doha for Science and Technology. Notion AI helps me generate summaries of my lecture notes, it drafts study plans, and it even creates to-do lists based on the deadlines that I provide. Before finding out about Notion AI, I would usually struggle to stay on top of everything, especially given Avant de découvrir cet outil, j'avais des difficultés à structurer mes travails et ça m'a permis d'être plus cohérent dans mon travail et réussir à gérer mes différentes priorités. L'IA ne m'a pas forcément remplacé le travail que je fais, mais ça m'a rendu plus facile de me concentrer, à me planifier et à effectuer les tâches nécessaires et ça a changé à la fois ma vie quotidienne et mon rapport à l'éducation. Je suis Abraham, je suis représentant WorldSkills pour l'Afrique. Une façon dont j'utilise la numérisation et l'intelligence artificielle est dans le domaine de l'agriculture. Les agriculteurs ne savent pas forcément quoi cultiver, à quel moment et ces outils d'IA nous permettent de rassembler des informations météorologiques et agricoles, des informations sur la fertilité des sols et c'est ainsi que j'utilise l'IA pour contribuer à la résilience du secteur agricole.
l'IA pour la santé mentale. Aujourd'hui, je souhaiterais parler de la manière dont l'intelligence artificielle aide à améliorer la santé mentale et le bien-être. De nombreuses personnes souffrent de stress, d'anxiété et de dépression. Les outils IA deviennent des outils utiles pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Par exemple, les chatbots IA peuvent converser avec les utilisateurs pour leur donner du soutien émotionnel, les encourager à faire des exercices de respiration. Et ça peut être une première étape pour une personne qui a besoin d'aide mais n'est pas encore prête à aller voir un humain. Je suis Leila Valera, je suis WorldSkills représentante pour l'Azerbaïdjan. J'ai récemment utilisé l'IA pour gérer mon stress et mon anxiété. L'industrie de la restauration est très intense et donc en utilisant des chatbots de l'IA pour faire des exercices de pleine conscience et des discussions émotionnelles m'a permis de réduire mon anxiété. Dans le secteur de la restauration, nous devrions être ouverts à l'utilisation de ces outils IA au quotidien, non pas en tant que menace ou remplacement de nos compétences, mais en tant qu'outil pour les perfectionner, les renforcer. Je suis Two-Way, je suis fondateur de Tête Manière, une organisation à but non lucratif pour renforcer les compétences des enseignants et élèves. Nous utilisons l'IA et les outils numériques pour donner des outils d'autonomisation pour les régions à faibles ressources. Je suis Diego du Costa Rica et je suis ambassadeur WorldSkills. Dans mon rôle en tant qu'ingénieur système, eh bien, je travaille sur des infrastructures informatiques complexes et l'IA m'aide à rationaliser mes travaux. Ces outils me permettent d'organiser mon travail sans remplacer mon bon sens. Et ces outils contribuent également à réduire les écarts de compétences, notamment pour les ingénieurs avec moins d'expérience qui peuvent s'appuyer sur l'IA. L'IA n'est pas seulement un outil, ça change la donne. J'ai été concurrente de WorldSkills 2019 et aujourd'hui je suis designer UI UX chez Microsoft. L'IA fait partie de la manière dont j'apprends, je travaille et je crée, que ce soit pour faire des prototypes, analyser la manière dont les utilisateurs interagissent avec notre produit. Eh bien, ces outils n'ont en rien remplacé ma créativité. Au contraire, ils l'ont accrue. Je crois que les designers d'aujourd'hui doivent saisir cette opportunité, non seulement d'apprendre de ces outils, mais de façonner la manière dont on utilise ces outils. C'est la raison pour laquelle ces compétences numériques sont essentielles, non pas pour ne pas être laissées de côté, mais au contraire pour être le vecteur de changement.